Je m'appelle Élise, j'ai 29 ans, et je n'aurais jamais pensé voir mon propre sang, chaud et écarlate, tacher le sol d'une boutique de mariage de luxe. La bague en diamant de ma sœur, Adeline, a brillé d'un éclat cruel une fraction de seconde avant de s'écraser contre mon visage, imposant un silence de mort dans tout le magasin. Ma joue me lançait, une douleur vive mêlée à l'humiliation la plus profonde, sous le regard horrifié mais passif de ma mère et des demoiselles d'honneur. « Dégage » a-t-elle sifflé, ses traits déformés par la rage. Des larmes brûlantes ont rempli mes yeux, mais à travers le brouillard de la douleur, une résolution froide comme l'acier a commencé à se forger dans ma poitrine. La carte de crédit Platinum qu'elle venait d'utiliser sans sourciller pour sa robe à 10 000 €? C'était la mienne. Mon doigt, tremblant, a survolé l'écran de mon téléphone alors que cette moi d'exploitation, de mensonges et de mépris défilait devant moi à une vitesse vertigineuse. Mon téléphone allait devenir l'instrument d'une détonation. D'où me regardez-vous aujourd'hui? De quelle ville, de quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment même? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez déjà dû, une fois dans votre vie, tenir tête à quelqu'un qui profitait de votre gentillesse, abonnez-vous, car le point de rupture que je venais d'atteindre n'allait pas seulement changer ma vie, il allait provoquer un cataclysme. L'air dans la boutique cossue du centre de Lyon était épais, presque irrespirable. Il était saturé du parfum entêtant des pivoines blanches disposées dans de grands vases et de l'odeur sucrée du champagne bas de gamme que la vendeuse nous avait servi dans des flûtes en plastique. Quelques secondes auparavant, l'atmosphère était à une euphorie forcée, une pièce de théâtre bien rodée. Adeline, ma sœur aînée, était un ange de soie et de dentelle, tournoyant lentement devant un miroir triptyque qui la multipliait à l'infini. Elle était magnifique, je devais l'admettre. Ma mère, à côté, tamponnait le coin de ses yeux avec un mouchoir en tissu, jouant son rôle de mère de la mariée émue à la perfection. Les demoiselles d'honneur, un essaim de jeunes femmes toutes vêtues de rose poudré, poussaient des « O » et des « A » parfaitement synchronisés. J'étais là, un peu en retrait, la seule à ne pas porter l'uniforme, me sentant déjà comme une pièce mal assortie dans ce tableau idyllique. C'est ma conscience professionnelle, mon esprit d'analyste financière qui ne peut s'empêcher de tout quantifier, qui a commis le crime. Voyant Adeline et la vendeuse discuter des petites retouches personnalisées, j'ai jeté un œil à l'étiquette discrètement glissée sous le manchon de la robe. Le chiffre m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac, 10 000 €. C'était le double de ce que nous avions convenu. J'ai essayé d'être discrète, m'approchant d'Adeline et murmurant « Adeline, elle est sublime, vraiment. » Mais 10 000 €. C'est bien au-delà de ce que nous avions fixé dans le budget. Le silence qui s'est abattu sur la pièce était si total qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis moelleux. Le sourire radieux d'Adeline s'est figé, s'est craquelé, avant de se transformer en un masque de fureur glaciale. Elle a pivoté sur ses talons aiguilles, le bruissement de la soie ressemblant au sifflement d'un serpent. Le budget, a-t-elle répété, chaque syllabe étant un glaçon. Tu oses, Théoï, me parler de budget? Maintenant? Dans le moment le plus important de ma vie? Sa voix a grimpé d'une octave. Tu es en train de tout gâcher. Avec tes petits calculs minables. Comme d'habitude. Je ne gâche rien, ai-je tenté de me défendre, ma voix à peine un murmure. Je dis juste que nous devons être raisonnables. Les coups s'accumulaient. Je n'ai jamais pu finir cette phrase. Sa main est partie avec une vitesse et une violence que je ne lui connaissais pas. Le choc a été brutal, le bruit a claqué dans le silence de la boutique. La douleur, vive et fulgurante, a irradié dans toute ma mâchoire. Le diamant, cette pierre censée symboliser l'amour et l'engagement, est devenue une arme, me lacérant la peau de la joue. J'ai porté instinctivement la main à mon visage, et quand je l'ai retirée, mes doigts étaient couverts de sang. Une goutte a perlé, puis une autre, tombant sur le tapis d'un blanc virginal. Une tache rouge, indélébile. Un sacrilège. Le visage d'Adeline n'exprimait aucun regret. Seulement de l'horreur face au désordre, à la scène que j'avais provoquée. Ma mère s'est précipitée, mais ce n'est pas moi qu'elle est venue réconforter. Elle a passé un bras protecteur autour des épaules de ma sœur. Calme-toi, ma chérie, pense à ta tension, a-t-elle apaisé, son regard me traversant comme si j'étais transparente, moi, sa fille, qui saignait devant elle.
C'est à ce moment précis que le voile s'est déchiré. Une prise de conscience brutale, douloureuse. Je n'étais pas sa fille. J'étais une fonction. Une commodité. Un chéquier ambulant. Et ma seule valeur résidait dans ma capacité à financer le bonheur des autres sans jamais rien demander en retour. Dégage, a répété Adeline, sa voix maintenant basse, chargée d'un venin glacial. Sors de mon essayage. Sors de mon mariage. Tu continueras à payer pour tout, évidemment, mais je ne veux plus jamais revoir ton visage. Personne n'a dit un mot. Les amis d'Adeline ont soudain trouvé un grand intérêt à examiner les broderies d'un voile posé sur un fauteuil. La vendeuse, blême, m'a tendu une petite serviette en éponge sans oser croiser mon regard. En me dirigeant vers la sortie, chancelante, le corps secoué de tremblements incontrôlables, pressant la serviette qui se gorgeait de sang contre ma joue, j'ai entendu la voix de ma mère, claire et nette, dans mon dos, « Ne t'en fais pas, ma chérie. Nous allons appeler Stéphanie. Elle sera ravie d'être ta nouvelle témoin. Les robes, ça se retouche. » Une fois dans la sécurité de ma voiture, le barrage a cédé. Les larmes ont coulé, des larmes de douleur, de rage, de trahison. J'ai utilisé la robe de demoiselle d'honneur que j'avais sur le siège passager, une robe que je ne porterai jamais pour contenir le saignement. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message d'Adeline. Un instant, une fraction de seconde, mon cœur stupide a espéré. Des remords? Une excuse? Non. Le message disait, froidement, n'oublie pas de régler le solde de la robe. L'échéance est demain. Ce n'était pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était le tsunami qui a tout détruit, ne laissant derrière lui qu'un champ de ruines et une résolution de fer. La voiture roulait au hasard dans les rues de Lyon, mais mon esprit était à des centaines de kilomètres de là, des années en arrière, dans les allées bien ordonnées de Versailles où nous avions grandi. Le contraste était saisissant. Ici, les bâtiments modernes et l'énergie trépidante d'une métropole, là-bas, le souvenir d'une enfance dorée, rythmée par les visites au château et les pique-niques dans le parc. Une enfance où Adeline et moi étions unis contre le monde. Un souvenir en particulier, d'une clarté presque douloureuse, a refait surface. J'avais 12 ans, j'étais une enfant sérieuse, un peu gauche, le nez toujours plongé dans un livre. Un groupe de garçons du collège, plus âgés, plus grands, avait fait de moi sa cible favorite. C'étaient des moqueries incessantes, des boulettes de papier lancées dans mes cheveux, des surnoms cruels comme « l'intello à lunettes ». Un après-midi, dans la cour de récréation, ils m'avaient encerclé, me poussant légèrement d'un cercle qui se resserrait. J'étais terrifiée, les larmes me montaient aux yeux. C'est alors qu'Adeline était apparue, tel un ange vengeur. À 14 ans, elle était déjà tout ce que je n'étais pas, populaire, assurée, d'une beauté éclatante. Elle s'était plantée devant leur chef, les mains sur les hanches, le regard noir. « Laissez ma sœur tranquille », avait-elle ordonné d'une voix qui ne tolérait aucune réplique. Le prochain qui la touche aura affaire à moi. Ils avaient marmonné quelques insultes avant de se disperser. Elle m'avait pris la main, et en cet instant, elle était mon chevalier servant, ma protectrice. Mon héroïne. Comment cette fille-là, cette protectrice, avait-elle pu devenir la femme qui venait de me frapper? La réponse, aussi désagréable soit-elle, se trouvait à la table de notre salle à manger. Les dîners chez nous étaient le théâtre des ambitions sociales de ma mère. Adeline était sa plus grande réussite. Chaque invitation à une fête, chaque nouvel ami, bien né, était une victoire célébrée. Adeline a un sens inné des relations publiques, aimait à dire ma mère. C'est un véritable talent. Elle sait instinctivement qui fréquenter. Mes succès, eux, étaient d'un autre ordre. Un 18 en mathématiques était accueilli par un « c'est bien, ma chérie, mais n'oublie pas que les hommes n'aiment pas les femmes qui sont trop intelligentes. Il faut savoir rester discrète sur ses capacités. » Une victoire à un concours de dissertation? J'espère que tu ne vas pas passer ta vie le nez dans les livres. Il faut voir le monde, Élise, pas seulement le lire. Mon père, lui, était une présence silencieuse. Un avocat d'affaires respecté, mais un fantôme à la maison. Le soir, il s'enfermait dans son bureau ou derrière son journal, créant un vide émotionnel que ma mère comblait en surinvestissant dans la vie sociale d'Adeline. Une dynamique toxique s'est installée insidieusement.
Adeline était l'enfant, vitrine, celle qui devait briller à l'extérieur. J'étais l'enfant, logistique, celle qui devait être raisonnable, studieuse, et surtout, ne jamais faire d'ombre à sa sœur. Mon rôle était de fournir la base stable sur laquelle Adeline pouvait construire son piédestal. Cette répartition des rôles a forgé nos destins. Adeline a intégré une prestigieuse école de commerce à Paris, où elle a brillamment développé son carnet d'adresses, bien plus que ses connaissances académiques. Moi, j'ai obtenu une bourse d'excellence et je suis partie à Lyon, heureuse de m'éloigner de cette atmosphère étouffante. Je me suis réfugiée dans le monde rassurant de la finance, un univers de chiffres, de logique et de résultats tangibles. J'ai travaillé dur, gravi les échelons, acheté mon propre appartement. J'ai construit ma forteresse, brique par brique, pour me protéger des jugements de valeur de ma famille. Je me suis longtemps menti à moi-même. Je me disais que cette indépendance financière était la clé. Que si je devenais celle sur qui on pouvait compter, celle qui réussissait, discrètement, je finirais par gagner leur respect. Que peut-être, un jour, ma mère me regarderait avec la même lueur de fierté qu'elle réservait à Adeline. Cette quête de validation, je le vois maintenant, n'était pas de l'amour. C'était une addiction. Une addiction à une reconnaissance qui ne viendrait jamais. C'est cette addiction qui m'a rendue si vulnérable. Malgré les années, malgré la distance, une partie de moi était toujours cette petite fille de 12 ans, pleine d'admiration pour sa grande sœur. Il a suffi qu'Adeline fasse appel à ce souvenir, qu'elle joue sur la corde de notre enfance prétendument idyllique, pour que toutes mes défenses s'effondrent. Elle n'a pas eu à forcer la porte de ma forteresse. Je lui en ai donné les clés sur un plateau d'argent. Le souvenir de son héroïsme dans la cour de récréation était devenu une arme qu'elle a retournée contre moi. Elle a utilisé mon amour et ma loyauté comme un levier pour satisfaire sa cupidité. Et le pire, c'est que je l'ai laissé faire. J'ai payé chaque facture en me disant que je payais pour retrouver un semblant de lien fraternel. Mais en réalité, je ne faisais que financer ma propre destruction. Le piège, méticuleusement préparé, s'est refermé à Noël. Je suis arrivée de Lyon par le TGV, m'attendant à la litanie habituelle de questions insidieuses sur ma vie sentimentale inexistante et ma carrière, un peu trop sérieuse. Mais l'atmosphère dans le grand appartement parisien de mes parents était anormalement festive. Il y avait des fleurs partout, et un photographe professionnel, que je ne connaissais pas, se déplaçait silencieusement entre les invités. J'ai attrapé mon père par le bras. « Qu'est-ce qui se passe ? On fête quelque chose ?» Il a haussé les épaules, l'air mal à l'aise dans son costume neuf. « Ta mère a vu les choses en grand. Apparemment, il y a une surprise. » La surprise est arrivée sous les traits d'Adeline, radieuse, au bras d'un homme que je n'avais jamais vu, Thibaut. Il était l'archétype du gendre idéal des beaux quartiers, grand, beau, avec cette assurance tranquille que confère une fortune héritée. Il travaillait, lui aussi, dans la finance, mais quand j'ai tenté de lui poser des questions précises sur son poste, ses réponses sont restées artistiquement vagues. Le dîner fut une véritable mise en scène. Ma mère, en chef d'orchestre, a orienté toutes les conversations vers les accomplissements de Thibaut, sa famille, très bien connectée, leur résidence secondaire et leurs projets d'avenir. J'avais l'impression d'assister à la lecture d'un communiqué de presse. Au moment du dessert, la pièce a atteint son apogée. Thibaut a posé un genou à terre, a sorti un écrin de sa poche et a demandé Adeline en mariage. La bague était d'une taille presque vulgaire, le diamant captant toutes les lumières de la pièce. Adeline a joué la surprise avec un talent digne d'une actrice, la main devant la bouche, les yeux embués de larmes. Les flashs du photographe ont crépité. J'ai applaudi, comme les autres, un sourire mécanique figé sur mon visage, me sentant complètement étrangère à cette scène. Plus tard dans la soirée, Adeline m'a attirée dans notre ancienne chambre, fermant la porte derrière nous. L'euphorie a disparu de son visage, remplacée par une expression grave et intense. Elle a pris mes mains dans les siennes, ses paumes étaient moites. « Élise » a-t-elle commencé, sa voix se brisant légèrement. « Il faut absolument que tu sois ma témoin. Ma demoiselle d'honneur principale. » Elle a marqué une pause, me fixant avec des yeux brillants. Personne, absolument personne, ne me connaît comme toi. Nous avons partagé tellement de choses. Ce mariage, je veux que ce soit aussi notre occasion de nous retrouver, de redevenir les sœurs que nous étions.
Dis oui, s'il te plaît. C'était une manipulation de génie. Elle n'a pas parlé d'organisation, elle n'a pas parlé de responsabilité. Elle a parlé de « nous ». De notre histoire. De ce lien que je pleurais en secret. Comment aurais-je pu refuser? J'ai dit oui, la gorge nouée par une émotion sincère. La première réunion de planification a eu lieu 2 jours plus tard et a douché mon enthousiasme. J'étais arrivée préparée, avec un budget prévisionnel de 30 000 €, une somme déjà considérable qui permettait, selon mes recherches, d'organiser un mariage très élégant. Adeline et ma mère ont échangé un regard qui en disait long. C'était un mélange de pitié et d'amusement condescendant. Ma pauvre chérie, a dit ma mère en tapotant ma main. 30 000 €, c'est charmant, mais ça couvrira à peine le champagne. Nous visons un événement d'une autre envergure. On pensait plutôt à un budget tournant autour de 100 000 €, a ajouté Adeline comme si c'était une évidence. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 100 000 €? Mais, comment? Thibaut peut se permettre ça? C'est là que le deuxième acte de la pièce a commencé. Le visage d'Adeline s'est assombri. En fait, c'est un peu compliqué en ce moment. Thibaut fait face à un petit souci de liquidité. C'est tout à fait temporaire. Son fonds en fiducie est soumis à des règles de déblocage très strictes, et un gros investissement qu'il a fait ne portera ses fruits que dans quelques mois. C'est juste une question de timing. Le soir, elle est venue me voir, utilisant la même technique de l'intimité de notre chambre d'enfant. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, l'air vulnérable. Elle m'a expliqué qu'il devait verser des acomptes importants immédiatement pour réserver les meilleurs prestataires pour leur mariage de rêve à Saint-Tropez, avant que les prix n'augmentent. Je suis tellement angoissée, Élise. Je ne te demanderai jamais ça, jamais, si ce n'était pas une situation exceptionnelle. Tu es la seule personne à qui je peux oser demander ça. Pourrais-tu nous avancer les fonds? Juste les acomptes. Tout te sera remboursé au centime près, avec les intérêts si tu veux, dès que la situation de Thibaut sera réglée. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher. Elle a utilisé le mot « nous ». Elle a utilisé le mot « confiance ». Elle a utilisé le mot « sœur ». J'ai regardé son visage anxieux, et j'ai vu la jeune fille de 14 ans qui m'avait défendue. J'ai vu l'opportunité de devenir, à mon tour, son héroïne. De lui prouver ma valeur, non pas avec des diplômes, mais avec un soutien concret. D'accord, ai-je dit, le cœur battant. Je vais vous aider. Le soulagement qui a inondé son visage semblait si authentique, si profond, que j'ai chassé la petite voix de la raison qui criait au fond de mon esprit. Le lendemain, nous avons signé un accord de prêt informel, un simple papier pour me rassurer. Puis je l'ai ajouté comme utilisatrice autorisée sur ma carte Platinum. En lui donnant accès à mes finances, j'avais l'impression de lui donner accès à mon cœur, de reconstruire un pont entre nous. En réalité, je venais de lui donner l'arme qui allait servir à ma propre exécution. Le mariage était fixé pour septembre à Saint-Tropez, et les 7 mois qui ont suivi ont été une descente progressive en enfer, un cauchemar réveillé fait de factures exorbitantes et de manipulations psychologiques constantes. Ma vie, autrefois si bien organisée, est devenue un chaos rythmé par les exigences d'Adeline. Les allers-retours en TGV entre Lyon et Paris sont devenus une routine épuisante. Chaque week-end ou presque, j'étais sommée de monter à la capitale pour une « décision cruciale » qui s'avérait systématiquement être une nouvelle façon de dépenser mon argent. Mon tableur Excel, que j'avais passé des heures à perfectionner, est devenu une blague récurrente. Adeline le sortait parfois devant ses amis en disant « Regardez le petit tableau de ma sœur, c'est adorable, non ?» Elle essaie de mettre la passion en chiffres. Puis elle riait toute, et je souriais, sentant la colère monter en moi comme une marée noire. La spontanéité et l'inspiration d'Adeline n'avaient aucune limite. Le premier signe alarmant a été les robes des demoiselles d'honneur. Nous avions convenu d'un budget de 200 € par robe. Lors de l'essayage, Adeline a annoncé, comme si de rien n'était, qu'elle avait eu un « coup de cœur » pour un autre modèle. Le « coup de cœur » coûtait 700 €. Devant les autres filles, je n'ai pas osé protester. J'ai payé, encaissant les regards apitoyés des vendeuses. Ce schéma s'est répété avec une régularité effrayante. Le traiteur initial a été remplacé par un chef étoilé dont le menu dégustation coûtait seulement le triple.
Le photographe, charmant et abordable, a été évincé au profit d'une artiste parisienne dont les tarifs étaient si élevés qu'ils n'étaient même pas affichés sur son site. À chaque fois, la justification était la même, c'est pour la vie, Élise. On ne peut pas faire de compromis sur les souvenirs. Sauf que les compromis, c'est moi qui les faisais, en voyant mon compte épargne fondre comme neige au soleil. L'isolement social a été l'étape suivante de son plan. La fête de fiançailles officielle a été une humiliation soigneusement orchestrée. Mon amie la plus proche, Chloé, la seule alliée que j'aurais pu avoir dans cette soirée, n'a jamais reçu son invitation. Adeline a juré que c'était une erreur de la poste, mais le petit sourire triomphant qu'elle avait en me disant ça m'a glacé le sang. J'ai donc passé la soirée seule, naviguant dans un océan de visages inconnus et hostiles. Les amis d'Adeline, une clique de jeunes femmes riches et désœuvrées, m'ont traité avec une condescendance à peine voilée. « Ah, tu vis à Lyon ?» m'a demandé l'une d'elles, comme si je venais d'une lointaine colonie. « C'est calme, non ? Tu ne t'ennuies pas trop, loin de tout. » Analyste financière, a commenté une autre en sirotant son champagne. Ça doit être fascinant de passer ses journées à regarder des chiffres. Tu devrais essayer le yoga, ça aide à déstresser. Chaque mot était une pique, chaque sourire était un masque. J'étais l'anomalie, la provinciale sérieuse au milieu de leur fête parisienne. Et Adeline, observant la scène de loin, semblait savourer chaque instant de mon inconfort. Si vous aviez été à ma place, à ce moment-là, confronté à un tel mépris, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous fait demi-tour et quitté la fête, ou seriez-vous resté, encaissant les coups en silence ? J'aimerais vraiment connaître votre avis dans les commentaires, car cette soirée a été un véritable tournant dans ma prise de conscience. Le point de non-retour, cependant, a été atteint lorsque son mariage a commencé à empiéter sur ma vie professionnelle. Adeline a décidé, de manière unilatérale, que la dégustation de la pièce montée devait avoir lieu un mardi matin à 11h. J'ai cru à une blague. C'était le jour et l'heure exacte de ma présentation trimestrielle devant le conseil d'administration de ma société. Une présentation que je préparais depuis des mois, et dont dépendait ma promotion au poste de directrice adjointe. Je ne peux absolument pas, Adeline. C'est le jour le plus important de mon trimestre, lui ai-je expliqué, la voix tendue par le stress. Sa réaction a été d'une violence inouïe. Le plus important ? Plus important que mon mariage ? Tu es d'un égoïsme incroyable, Élise. Je fais tout pour t'inclure, pour que tu te sentes partie prenante de mon bonheur, et voilà comment tu me remercies. Tu as toujours fait passer ta carrière avant ta famille. Elle a pleuré, crié, m'a fait un chantage affectif monstrueux, me rappelant toutes les fois où elle m'avait soutenue. J'ai fini par craquer. J'ai honte de l'admettre, mais j'ai cédé. J'ai réorganisé ma présentation, demandant à mon collègue et rival, Marc, de présenter la première partie. Je suis montée dans le premier TGV pour Paris, l'estomac noué, pour passer 2 heures à donner mon avis sur des saveurs de crème. J'ai raté le début de ma propre réunion, arrivant en sueur et stressée. Ma performance a été médiocre. Je n'ai pas eu la promotion. Le lendemain, mon patron, Monsieur Dubois, m'a convoqué dans son bureau. Il avait l'air préoccupé. « Élise, tout va bien en ce moment ? J'ai reçu un appel hier après-midi. C'était votre sœur, Adeline. » Mon sang s'est transformé en glace. Elle était très inquiète pour vous, a continué Monsieur Dubois, avec une compassion qui me donnait la nausée. Elle m'a expliqué que vous traversiez une période de stress familial intense, qu'elle avait peur que vous fassiez un burn-out. Elle m'a demandé de me montrer compréhensif, de ne pas vous mettre trop de pression. J'étais sans voix. Ce n'était plus de la manipulation. C'était un sabotage délibéré et vicieux. Elle ne s'était pas contentée de me faire rater une opportunité, elle avait activement miné ma réputation professionnelle, me faisant passer pour une employée fragile et instable auprès de ma hiérarchie. Tout ça pour un gâteau. Pour asseoir son pouvoir sur moi. Ce soir-là, je l'ai appelée, tremblante de rage. « Comment as-tu osé appeler mon patron ?» Elle a eu le culot de rire. Un rire léger, presque amusé. « Oh, Élise, tu es tellement tendue. Je voulais juste te protéger, te rendre service. Tu prends tout de manière si tragique. Franchement, tu devrais te détendre un peu. » Ce rire a été une révélation.
J'ai compris que je n'étais pas face à une sœur égoïste ou une enfant gâtée. J'étais face à quelqu'un qui prenait un plaisir sadique à me voir souffrir. Quelqu'un qui jouait avec ma vie comme un chat avec une souris. Le doute n'était plus permis. J'étais en guerre. Et la vérité que j'allais découvrir allait me donner les armes pour me battre. Le destin, parfois, a un sens de l'ironie assez cruel. 3 semaines après l'incident avec mon patron, mon entreprise m'a envoyé pour un séminaire de 2 jours à Paris, dans le quartier de la Défense. Le soir du premier jour, épuisé, je faisais défiler sans conviction mon fil Instagram dans ma chambre d'hôtel. C'est là que je l'ai vu. Une notification. Stéphanie, l'une des demoiselles d'honneur les plus ailées d'Adeline, venait de publier une story. Et elle m'avait identifié dessus, probablement par erreur, en voulant taguer une autre, Élise. La photo montrait une tablée joyeuse dans un restaurant que j'ai immédiatement reconnu comme étant l'un des plus chers de la capitale, situé à quelques pas de mon hôtel. Au centre de la table, levant leur coupe de champagne, Adeline et Thibaut souriaient à l'objectif. La légende disait, on célèbre les futurs mariés. Quand on travaille dur, on a le droit de se faire plaisir. #wedding goal #selfmade. Self-made. Fait par soi-même. Les mots ont résonné dans mon esprit avec une dissonance violente. Une impulsion, un mélange de colère et d'un besoin irrépressible de comprendre, m'a fait enfiler mes chaussures et sortir de l'hôtel. J'ai marché jusqu'au restaurant. C'était une façade de verre, une vitrine sur un monde de luxe auquel je ne faisais que contribuer sans jamais y participer. Je me suis posté dans l'ombre d'un Porsche, de l'autre côté de la rue. J'étais invisible, mais j'avais une vue parfaite sur leur table, près de la fenêtre. Ils ne se doutaient de rien. Ils étaient détendus, euphoriques. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait semblant de passer un appel, tendant l'oreille pour capter des bribes de leur conversation qui flottaient dans l'air calme de la nuit. Le pisciniste a confirmé pour la villa du Cap Ferret, disait Thibaut en se penchant vers Adeline. Tout sera prêt juste après le mariage. On pourra y passer quelques jours avant de s'envoler pour la Polynésie. Une villa au Cap Ferret. Une lune de miel en Polynésie. Les mots tournaient dans ma tête. Le problème de trésorerie semblait s'être miraculeusement résolu. Adeline a gloussé, un son cristallin et faux. Génial. J'ai hâte de commencer la décoration. D'ailleurs, il est hors de question qu'Élise y mette les pieds. Tu imagines ses conseils déco? Pourquoi ne pas mettre des plantes vertes? C'est plus économique. Non merci. Ils ont ri. Un rire gras, complice, qui m'a physiquement fait mal. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mais le pire était à venir. À propos de ta sœur, a repris Thibaut, son ton devenant plus conspirateur. Mes parents commencent à poser des questions. Ils trouvent ça étrange que toutes les grosses factures du mariage soient payées avec sa carte. Tu penses que tu peux encore lui en demander beaucoup? La réponse d'Adeline a été le coup de poignard final, celui qui a transpercé le dernier lambeau d'amour que j'avais pour elle. Oh, t'en fais pas pour ça, a-t-elle dit en agitant la main avec dédain. Élise gagne une fortune et elle n'a aucune vie. Pas de mari, pas d'enfant, pas de dépenses. Autant que son argent serve à quelque chose de grandiose, non? C'est moi qui lui offre l'opportunité de participer à un événement exceptionnel. En un sens, elle devrait me remercier. Et puis, c'est elle qui a proposé d'aider, je ne l'ai pas forcée. Aider n'est pas tout financer, a noté Thibaut, mais il souriait. Ceci dit, je dois avouer que choisir le champagne d'Homme Pérignon pour le vin d'honneur sans toucher à notre propre compte en banque, c'est un sentiment assez jouissif. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était donc ça. Il n'y avait jamais eu de problème financier. C'était un plan. Un plan cynique, cruel, mis en place depuis le début pour me plumer. Je n'étais pas une sœur. J'étais une cible. Une idiote utile. Je les ai regardés quitter le restaurant, bras dessus, bras dessous, et je les ai suivis à distance. Ils sont entrés dans un sublime immeuble haussmannien du 16e arrondissement, où le portier les a salués avec déférence. Leur « nid d'amour » temporaire était un appartement de luxe. Le lendemain matin, la rage avait fait place à une froide résolution. Je lui ai envoyé un texto pour un café avant mon départ. Elle a accepté, sans doute curieuse.
Nous nous sommes retrouvés dans un café près de la gare de Lyon. J'ai attendu que nos cafés soient servis. Le 16e arrondissement te va bien, ai-je commencé, ma voix neutre. Elle a été surprise, mais s'est vite reprise. Oh, c'est juste un pied-à-terre que des amis de Thibaut nous prêtent. C'est pratique. Vraiment? J'ai vu votre dîner hier soir sur Instagram. Et votre conversation sur la villa au Cap Ferret, et sur comment vous profitiez de « l'idiote de sœur qui paie tout, point ». Son visage a perdu toutes ses couleurs. Elle a balbutié, a essayé de nier. Puis, voyant mon expression inflexible, elle a sorti l'artillerie lourde. Les larmes. Élise, je t'en supplie, ce n'est pas ce que tu crois. Le stress. Le stress me fait dire n'importe quoi. Je suis tellement désolée. Je suis perdue, je ne contrôle plus rien. Pardonne-moi. Et la partie la plus folle, c'est que j'ai presque cédé. La petite fille en moi voulait tellement croire à son repentir. C'est la dernière fois, Adeline, ai-je dit, ma voix tremblante. La dernière. Chaque dépense, même 1 euro, doit être approuvée par moi. Et je veux un plan de remboursement signé avant la fin de la semaine. Oui, oui, bien sûr. Tout ce que tu voudras, a-t-elle sangloté en saisissant mes mains. Mon espoir a duré le temps du trajet en TGV. Une semaine plus tard, un débit de 5 000 € est apparu sur mon relevé. L'acompte pour des feux d'artifice. Quand je l'ai appelée, furieuse, elle m'a répondu d'un ton agacé. Oh, j'allais t'en parler. C'était une offre à ne pas manquer. C'est cette trahison renouvelée, cette gifle financière, qui a mené à la confrontation finale dans la boutique de mariage. Quand elle a levé la main sur moi, ce n'était pas un geste impulsif. C'était la manifestation physique de tout le mépris qu'elle avait pour moi. Elle ne me frappait pas seulement, elle essayait de faire taire la vérité que mon existence même représentait, la vérité de son parasitisme et de sa cruauté. Mais en faisant couler mon sang, elle n'a pas réussi à me faire taire. Elle a réveillé en moi une force que je ne soupçonnais pas. La force de celle qui n'a plus rien à perdre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le service des urgences de l'hôpital Édouard Herriot était bondé et bruyant, un contraste brutal avec le silence feutré de la boutique de luxe. Assise sur un brancard, j'attendais qu'un interne vienne recoudre ma joue. L'infirmière qui a pris ma déposition m'a demandé si je voulais porter plainte. C'est votre sœur qui vous a fait ça, a-t-elle répété, incrédule. J'ai secoué la tête. Pas encore. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que ma réponse ne se trouverait pas dans un commissariat de police. Ma vengeance, si c'en était une, serait d'un autre ordre. Plus silencieuse, plus personnelle, et infiniment plus dévastatrice. De retour dans mon appartement, la première chose que j'ai faite n'a pas été de me reposer, mais d'allumer mon ordinateur. La douleur sur ma joue était vive, mais une autre douleur, plus profonde, celle de la trahison, était le véritable moteur de mes actions. J'ai travaillé avec une précision chirurgicale, une froideur que je ne me connaissais pas. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau, je l'ai nommé « Opération Libération ». J'ai commencé par le commencement, les chiffres. J'ai téléchargé 7 mois de relevé de ma carte Platinum. J'ai passé au crible chaque ligne, chaque débit. Les sommes étaient vertigineuses. 15 000 € pour l'acompte du lieu de réception à Saint-Tropez. 8 000 € pour le traiteur étoilé. 4 900 € pour les robes des demoiselles d'honneur. 5 000 € pour les feux d'artifice. La robe d'Adeline à 10 000 €. Mes allers-retours en TGV, les hôtels, les repas. Le total dépassait les 80 000 €, et en calculant les soldes à payer, la facture finale s'envolerait bien au-delà des 120 000 €. J'ai failli vomir. C'était le montant d'un apport pour un appartement. C'était des années de ma vie. Alors que je fixais ces chiffres qui dansaient devant mes yeux, une notification de message est apparue. C'était Manon, la demoiselle d'honneur la plus discrète. Mon cœur a raté un battement. Son message était court, « Élise, je n'ai pas arrêté de penser à ce qui s'est passé. » C'était ignoble. Personne ne mérite d'être traité comme ça.
Je sais que je n'aurais pas dû rester silencieuse, et je m'en excuse. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais je pense que tu dois voir ça. Tu as été ajoutée à notre groupe WhatsApp par erreur il y a des mois, et Adeline n'a jamais pensé à te retirer. Lis ça. Et prends soin de toi. En dessous, elle avait joint des dizaines de captures d'écran. C'était le journal de bord de leur mépris. Je lisais, le souffle coupé. Mes suggestions pour le mariage étaient systématiquement ridiculisées. Élise veut qu'on fasse un buffet froid pour économiser. La pauvre, elle n'a vraiment aucun goût, avait écrit Adeline. Il y avait des photos de moi, prises à mon insu lors de la fête de fiançailles, avec des commentaires moqueurs sur ma tenue. On dirait qu'elle va à un enterrement, avait commenté Stéphanie. Le pire, c'était les échanges concernant l'argent. J'ai réussi à lui faire valider le budget pour l'open bar champagne. Elle est tellement facile à manipuler quand on joue sur la corde sensible, se vantait Adeline. Ce n'était plus une impression. C'était là, écrit noir sur blanc. Leur cruauté, leur condescendance, leur plan. Ces captures d'écran étaient la preuve irréfutable dont j'avais besoin. Elles ont anéanti le dernier atome de doute qui pouvait subsister en moi. J'ai sauvegardé chaque image dans mon dossier « Opération Libération ». Puis, j'ai appelé mon amie d'université, Clara, devenue une avocate redoutable à Paris. Je lui ai envoyé le dossier par email sécurisé et je lui ai tout raconté, d'une voix qui ne tremblait plus. Elle a écouté en silence. À la fin, elle a juste dit « Mon Dieu, Élise. C'est un cas d'école. Abus de confiance, extorsion, escroquerie. Et l'agression physique, c'est la cerise sur le gâteau. Tu as de quoi les détruire légalement. » Après avoir raccroché, j'ai pris rendez-vous en urgence par visioconférence avec une thérapeute. J'avais besoin d'une perspective extérieure, de quelqu'un qui ne soit pas impliqué émotionnellement. Je lui ai tout exposé, l'enfance, la dynamique familiale, l'exploitation financière, l'agression. Elle a été très claire, Élise, ce que vous décrivez est un schéma classique d'abus narcissique. Votre sœur et votre mère ont établi une relation codépendante toxique où vous jouez le rôle du fournisseur de ressources et du régulateur émotionnel. Votre seule issue est de couper le flux. Pas pour vous venger, mais pour vous sauver. Me sauver. Les mots ont résonné en moi. C'était exactement ça. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de survie. Il était 2 heures du matin. La ville de Lyon dormait sous mes fenêtres. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon doigt a plané au-dessus du bouton rouge « Annuler la carte ». Je n'ai pas pensé à l'argent. J'ai pensé à la petite fille de 12 ans qui admirait sa grande sœur. J'ai pensé à la jeune femme qui pleurait en silence après chaque pique de sa mère. J'ai pensé à la professionnelle humiliée devant son patron. J'ai pensé à la femme dont le sang avait taché un tapis blanc. Je lui devais bien ça. Je me devais bien ça. J'ai cliqué. La confirmation s'est affichée, votre carte a été annulée. Puis, méthodiquement, je suis allé plus loin. J'ai signalé la carte comme « compromise », un acte qui gèlerait toute tentative de transaction. Enfin, j'ai accédé à mon service de virement et j'ai annulé, un par un, les paiements prévus pour le lieu de réception, le traiteur, le digi, les feux d'artifice. Le château de cartes à 120 000 € qu'Adeline avait construit sur mon dos était en train de s'effondrer, en silence, dans la nuit. Une paix immense, presque surnaturelle, m'a envahi. J'ai dormi cette nuit-là d'un sommeil profond, sans rêve. Pour la première fois depuis 7 mois. Je savais que le matin apporterait le chaos et la fureur. Mais je n'avais plus peur. J'étais prête. L'ouragan a frappé à 8h02 précises, sous la forme d'un SMS d'Adeline. J'étais en train de prendre mon café, regardant le soleil se lever sur Lyon. La vibration du téléphone sur la table a brisé le calme. Le message disait « Le fleuriste vient d'appeler. La carte est refusée. Il y a un problème avec ta banque. Règle ça. » Le ton était autoritaire, comme si j'étais son employé. J'ai ignoré le message. À 8h15, un autre, « Élise, je suis sérieuse. Le traiteur a le même problème. Qu'est-ce que tu attends ?» À 8h30, le premier appel. J'ai laissé sonner. Puis un deuxième, un troisième.
La fureur commençait à monter. Les messages vocaux se sont accumulés. Sa voix, d'abord agacée, est devenue paniquée, puis hystérique. Mais qu'est-ce que tu as fait? Réponds à ce téléphone. Tu es en train de tout ruiner. Je te jure que tu vas le payer. La dernière voicemail était un torrent d'insultes si violentes qu'elles en perdaient leur sens. Vers 10 heures, ce fut l'appel de ma mère. Sa voix était un sifflement de colère contenue. Valérie Élise. Je ne sais pas quelle crise d'adolescence tardive tu es en train de faire, mais ça suffit. Tu as 5 minutes pour appeler ta sœur, réactiver cette carte et t'excuser platement. Je t'ai élevé pour que tu sois meilleur que ça. Cette jalousie est indigne de toi. La jalousie. C'était donc ça. Dans leur monde, ma réaction ne pouvait pas être une question de respect ou de dignité. Ce devait être de la jalousie. C'était plus simple, plus confortable pour eux. L'email de mon père est arrivé à l'heure du déjeuner. Court, sec, décevant. Ta mère m'a expliqué la situation. Une famille doit surmonter ses différends. L'argent ne devrait jamais se mettre entre deux sœurs. Appelle Adeline. Répare tes erreurs. Mes erreurs. J'ai ri, un rire amer qui m'a fait mal à la joue encore sensible. Je n'ai répondu à personne. J'ai passé ma journée de travail dans une bulle de concentration, ignorant le chaos qui se déchaînait dans mon téléphone. Le soir, en rentrant, je les ai vus. Plantés devant la porte de mon immeuble, comme une délégation venue réclamer son dû. Adeline, Thibaut, ma mère et mon père. Ils avaient fait le trajet depuis Paris. L'intervention d'urgence. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour. Mais non. C'était mon territoire. C'était ma vie. La confrontation devait avoir lieu ici. J'ai ouvert la porte de l'immeuble, puis celle de mon appartement. Ils sont entrés en trombe, sans attendre d'y être invités. Thibaut s'est positionné près de la porte, bras croisés, comme un garde du corps. Ma mère a commencé à inspecter mon appartement d'un air critique. Adeline, le visage ravagé par la colère et les larmes, s'est avancée au centre de mon salon. Répare ça. Maintenant, a-t-elle ordonné, sa voix rauque. Il n'y a rien à réparer, Adeline, ai-je dit, surpris par mon propre calme. Le spectacle est terminé. Le spectacle, a crié ma mère. Ta sœur t'a fait l'honneur de te choisir comme témoin, et tu la poignardes dans le dos par pure méchanceté. C'est ça, le spectacle? Elle ne m'a pas fait un honneur, elle m'a embauché. Il y a une différence, ai-je rétorqué. Elle m'a embauchée comme banquière, comme organisatrice, comme punching ball émotionnel. Et hier, elle a décidé de me frapper physiquement. Le contrat de travail est donc rompu. C'était une petite tape, ne sois pas si dramatique, a interjeté ma mère. Une petite tape qui a nécessité 5 points de suture, ai-je dit en touchant le pansement sur ma joue. Thibaut a décidé d'intervenir, adoptant le ton condescendant de l'homme qui sait. Écoute, Élise. Quelles que soient tes petites querelles de sœurs, nous avions un accord verbal. Tu t'es engagé à financer le mariage. Mon avocat m'a confirmé que nous avons de solides arguments pour te poursuivre pour rupture de contrat et pour les dommages et intérêts qui s'élèvent, eh bien, à la totalité du coût du mariage. Sa suffisance a été l'étincelle. Ton avocat, vraiment, ai-je dit avec un petit sourire. C'est parfait. J'ai aussi discuté avec la mienne. Je suis allé chercher mon ordinateur portable. Je l'ai connecté à ma grande télévision. Puisque nous parlons de base légale, regardons quelques pièces au dossier. L'écran s'est allumé, affichant la première capture d'écran du groupe WhatsApp. Le visage de Thibaut s'est décomposé. Celui d'Adeline est devenu livide. J'ai fait défiler lentement. Les moqueries sur mes « idées de pauvre ». Les messages où Adeline se vantait de sa facilité à me manipuler. Puis, j'ai affiché le tableur Excel. Les 120 000 €. Ensuite, la photo en gros plan de ma joue suturée. Et pour finir, une vidéo, celle de la story Instagram où ils trinquaient à leur réussite de « self-made couple ». Alors, Thibaut, ai-je repris, ma voix tranchante. Ton avocat t'a-t-il parlé de l'escroquerie en bande organisée? De l'abus de confiance? De l'extorsion de fonds sous prétexte fallacieux?
Et bien sûr, des coups et blessures volontaires, filmés par les caméras de la boutique. Parce que mon avocate, elle, pense que le juge sera très intéressé par ce dossier. Le silence dans la pièce était total. Adeline a fini par éclater. Ce n'était plus de la comédie, c'était de la haine pure. Et alors, a-t-elle hurlé, les larmes de rage coulant sur son maquillage. Même si on avait l'argent, et alors? Tu la hais, toi, l'argent. Tu en as plein. Et tu n'as personne pour le dépenser. Pas de mari, pas d'amant, pas d'enfant. Rien. Ta vie est vide et triste. J'ai voulu te donner un but, une occasion de participer à quelque chose de beau, et tu as tout gâché. Tu auras toujours été jalouse de moi. Jalouse parce que tu sais que tu finiras seule. Son venin a rempli l'appartement. C'était sa vérité. La vérité laide et tordue d'une personne incapable de voir les autres autrement que comme des outils ou des obstacles à son propre bonheur. Je me suis tournée vers mes parents. Vous cautionnez ça? Mon père, pour la première fois de sa vie, a semblé secoué. Il a regardé Adeline, puis moi, et il a baissé la tête. Mais ma mère s'est redressée. Ta sœur est sous pression. Tu devrais faire preuve de plus de compassion. La famille, c'est pardonner. Non, ai-je dit, et ce « non » était définitif. La famille, ce n'est pas un permis de tout détruire. Je vous ai aimé. J'ai tout fait pour obtenir votre approbation. C'est terminé. Je suis allée ouvrir la porte. Sortez. Tous. De chez moi. Ils sont partis sans un autre mot. En refermant la porte sur eux, j'ai su que je la fermais aussi sur toute une partie de ma vie. C'était terrifiant. Et c'était la chose la plus libératrice que j'ai jamais faite. Le jour qui aurait dû être celui du grand mariage d'Adeline à Saint-Tropez, je me suis réveillée non pas avec un sentiment de culpabilité ou de regret, mais avec une sensation de légèreté presque inconnue. J'avais posé 2 semaines de vacances, initialement prévues pour l'assister dans les derniers préparatifs et me remettre de l'épuisement. Sur une impulsion, j'ai jeté quelques affaires dans un sac, j'ai pris les clés de ma voiture et j'ai commencé à rouler vers le sud, sans aucune destination en tête. Juste le besoin de mettre de la distance entre moi et les ruines de ma vie passée. Mon voyage m'a mené en Provence. J'ai trouvé un petit mas charmant près de Gordes, tenu par un couple de retraités qui posaient peu de questions. J'ai passé mes journées à marcher dans la nature, à visiter des villages perchés, à lire au bord de la piscine. Le soleil de Provence, la nourriture simple et délicieuse, le silence seulement rompu par le chant des cigales, tout cela a agi comme un baume sur mon âme meurtrie. Les premiers jours, les fantômes de ma famille m'ont hanté. La voix de ma mère me reprochant ma jalousie, le visage déformé par la haine de ma sœur. J'ai pleuré, beaucoup. Des larmes de deuil pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue et que je venais de perdre officiellement. Mais peu à peu, au fil des kilomètres parcourus sur les sentiers du Luberon, la tristesse a commencé à laisser place à autre chose. Une forme de paix. Une acceptation. J'ai compris, avec une clarté nouvelle, que je n'avais pas détruit ma famille. J'avais simplement refusé de continuer à être le pilier qui soutenait une structure déjà pourrie de l'intérieur. De retour à Lyon, transformé, j'ai pris la décision la plus importante de ma reconstruction, commencer une thérapie avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux et les dynamiques narcissiques. Semaine après semaine, j'ai déconstruit mon passé. J'ai compris comment le rôle de « l'enfant sage et responsable » m'avait été assigné dès mon plus jeune âge. J'ai appris que mon besoin désespéré d'approbation était une stratégie de survie que j'avais développée pour exister dans un système familial qui ne valorisait que l'éclat de ma sœur. C'était un travail épuisant, douloureux, mais incroyablement libérateur. J'apprenais à défaire les nœuds qui m'entravaient depuis 30 ans. J'apprenais à me connaître, à m'écouter, et à me faire passer en premier. 6 mois après le non-mariage, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix était hésitante. Il m'a demandé de mes nouvelles, m'a parlé de son travail, de la météo. La conversation était banale, mais c'était la première fois depuis des années qu'il m'appelait juste pour parler, sans raison particulière. Avant de raccrocher, il a ajouté, d'une voix étranglée, « Ce que tu as fait, il a fallu du courage. J'aurais dû en avoir plus tôt. Pour te protéger. Je suis désolée, Élise.
C'était un début. Un pont fragile, mais un pont tout de même. Avec ma mère, le contact reste rompu. Je lui envoie une carte pour son anniversaire, un message neutre à Noël. Elle ne répond jamais directement. Peut-être qu'un jour, le temps fera son œuvre. Ou peut-être pas. Et pour la première fois de ma vie, je sais que mon bonheur ne dépend pas de sa réponse. La nouvelle de la séparation d'Adeline et Thibaut m'est parvenue 1 an plus tard, toujours par mon père. Leur union, fondée sur des apparences et des mensonges financiers, n'a pas survécu à la réalité. Apparemment, Thibaut avait des dettes de jeu considérables qu'il avait cachées, et Adeline avait continué à mener un train de vie extravagant sur des crédits à la consommation. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Puis, un mardi soir ordinaire, mon téléphone a affiché son nom. Le cœur battant, j'ai décroché. Sa voix était méconnaissable. Humble, presque brisée. Elle m'a présenté des excuses, un long monologue bien préparé sur le stress, la pression sociale, ses propres insécurités. C'était un discours parfait, mais il manquait l'essentiel, la sincérité. Et, comme je m'y attendais, le véritable objectif de l'appel est arrivé à la fin. Je suis vraiment en train d'essayer de remettre ma vie sur les rails, mais c'est si difficile. Je me demandais si, juste pour démarrer, tu ne pourrais pas m'aider avec un petit prêt. L'ancienne Élise, celle qui était accro à l'espoir, aurait peut-être senti son cœur se serrer. Mais la femme que j'étais devenue a simplement ressenti une immense lassitude. J'ai pris une inspiration et j'ai répondu, sans colère, sans amertume, juste avec une fermeté tranquille, non, Adeline. Je ne peux pas faire ça. Mais, nous sommes sœurs, a-t-elle balbutié, la vieille rengaine manipulative revenant au galop. Oui, nous le sommes, ai-je confirmé. Et c'est précisément parce que je me souviens de ça que je dis non. Notre relation ne peut pas être basée sur l'argent. Ce n'est sain ni pour toi, ni pour moi. Je te souhaite sincèrement de t'en sortir. Mais tu dois le faire sans moi. Il y a eu un silence glacial, puis elle a raccroché brutalement. Ce fut notre dernière conversation. Aujourd'hui, ma vie n'a rien d'extraordinaire, mais elle est à moi. J'ai eu ma promotion. J'ai redécoré mon appartement avec des couleurs vives et des meubles que j'ai choisis pour moi, et non pour plaire à un quelconque magazine. J'ai recommencé à faire des rencontres, mais différemment. Je suis plus lente, plus observatrice. J'ai appris à faire confiance à mon instinct. La petite cicatrice sur ma joue est toujours là. La plupart des gens ne la remarquent pas. Mais moi, je la sens parfois sous mes doigts quand je me démaquille le soir. Elle n'est plus un symbole de honte ou de douleur. Elle est mon rappel permanent. Le rappel du jour où j'ai cessé d'être une victime et où j'ai commencé à être l'héroïne de ma propre histoire. Annuler cette carte de crédit n'était pas un acte de destruction. C'était un acte de création. La création de ma propre liberté. Avez-vous déjà dû prendre une décision aussi radicale pour vous protéger, même si cela signifiait couper les ponts avec des personnes que vous aimiez? Vos histoires, vos témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de résilience et de reconstruction. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui aurait peut-être besoin d'entendre qu'il est non seulement permis, mais parfois vital, de se choisir en premier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez jamais, la vraie famille n'est pas forcément celle du sang. C'est celle qui respecte vos limites, célèbre vos réussites et vous aime pour la personne que vous êtes, pas pour les services que vous pouvez rendre.